Togolaises, Togolais, Africaines, Africains, vous, nos amis en Europe, en Asie, aux États-Unis, nos amis en Amérique en général et dans les îles des grands océans, nous sommes tous témoins cette semaine d'une visite officielle qui attire l'attention de tous les observateurs politiques avertis. Visite d'une délégation du gouvernement togolais, à la tête de laquelle le président du conseil du gouvernement togolais, en réalité le chef donc de l'État togolais, est Faure Gnassingbé. Cette visite se déroule en Fédération de Russie et de très larges comptes rendus de cette visite nous ont été donnés sur les pages officielles du gouvernement togolais et dans les réseaux sociaux. Si je pouvais résumer le contenu de cette visite et ce qui semble avoir été acquis dans le cadre de cette visite, c'est que le président togolais Faure Gnassingbé et le président russe Vladimir Poutine s'engagent à renforcer les relations diplomatiques entre leurs pays respectifs par l'ouverture d'une ambassade spécifique de la Russie en République du Togo et bien sûr d'une ambassade spécifique de la République du Togo en Russie. D'abord donc, renforcement des relations diplomatiques. Le deuxième élément qui émerge de cette visite officielle, c'est le renforcement des relations sécuritaires entre les deux pays. Sur la base d'un accord de partenariat de défense, le Togo et la Russie s'engagent à s'assister mutuellement sur le terrain de la défense, ce qui suppose l'arrivée imminente, en Russie, d'experts militaires togolais pour travailler avec leurs collègues russes, ce qui suppose l'arrivée imminente au Togo d'experts militaires russes pour travailler avec leurs homologues togolais. Il y a un troisième élément qui a attiré notre attention en observant les conclusions et les déclarations autour de cette visite officielle, c'est l'élément géopolitique et géostratégique. Le président togolais Faure Gnassingbé a clairement affiché son alignement sur le combat contre le terrorisme mené par les pays de l'Alliance des États du Sahel. Il est même allé jusqu'à remercier et féliciter le président Vladimir Vladimirovitch Poutine, président de la Fédération de Russie, pour son rôle de partenaire de poids des trois pays de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui combattent le terrorisme qui a été déversé sur l'Afrique à travers le saccage de la Libye par les forces de l'OTAN. Les mots utilisés par le président togolais sont extrêmement lourds. Et voilà pourquoi, avant de le commenter davantage, je voudrais qu'on écoute ce qu'il a dit. Non seulement il s'aligne sur la question de la lutte antiterroriste, sur la même position que l'AES. Il félicite l'AES et considère que l'AES est la digue. C'est grâce à l'AES que l'Afrique de l'Ouest n'est pas entièrement écrasée et envahie par les terroristes. L'AES est la forteresse et la muraille qui protège l'Afrique de l'Ouest. Il va plus loin, il dit que l'AES a réussi parce que la Fédération de Russie l'accepte. La soutient, pardon. Et il va encore plus loin et il dit qu'il remercie le président Poutine en soutenant l'AES d'avoir ainsi contribué à la défense de l'Afrique de l'Ouest. Et le président togolais pousse le bouchon jusqu'à dire qu'il parle au nom de toute la région ouest africaine et qu'il remercie le président de la Fédération de Russie pour le rôle qu'il a joué aux côtés de l'AES afin de sauver, de protéger, de défendre la région ouest africaine contre les mercenaires du terrorisme. Tel que je le présente, vous pourriez penser que je suis en train d'inventer ces propos. Voilà pourquoi je souhaite que le président togolais parle lui-même et qu'on entende ce qu'il dit de sa propre bouche. Voici les paroles fortes qu'il prononce au Kremlin, devant la presse, lors de la conférence de presse mutuelle entre lui et le président russe.
Donnons la parole à M. Faure Gnassingbé. Nous venons d'une région, Monsieur le Président. Voilà, hop. Ça prend moins d'une minute. Écoutons-le. Nous venons d'une région, Monsieur le Président, comme vous savez, qui est en proie au terrorisme. Et donc la sécurité est importante pour nous. Et je voudrais vous remercier d'avance de tout ce que vous faites pour nos frères de Mali, du Niger, du Burkina Faso, qui sont en première ligne dans cette lutte. Mais cette lutte aussi vous concerne. Parce que si la digue de ces trois pays cède, c'est vous même qui seront affectés. Donc ce que vous faites pour ces trois pays, vous le faites également toute la région du Sahel et également pour la CEDEAO. Et je voudrais, au nom de ma région, de la région de l'Afrique de l'Ouest, vous dire un sincère merci de vous témoigner votre gratitude. On dit que l'État c'est nous. Vous avez entendu les propos de Faure Gnassingbé? Premièrement, l'Afrique est attaquée par le terrorisme. Je vous rappelle qu'il n'a pas dit le djihadisme. Les France-Africains classiques sont connus par le fait qu'ils utilisent le mot djihadiste. Parce qu'ils valident le narratif de l'OTAN, le narratif du néocolonialisme français à propos de l'origine de la déstabilisation du continent. Les néocolonialistes utilisent constamment le mot djihadiste pour désigner les terroristes. Parce que par ce mot, on donne l'impression que l'Afrique est victime d'une guerre de religion. Faure Gnassingbé n'utilise pas le référentiel numéro 1 du narratif otanien, néocolonialiste français et France-africain sur la lutte antiterroriste. Il n'appelle pas les terroristes djihadistes. Parce qu'il sait que ce ne sont pas des agents d'une expansion de type religieux. Il sait qu'il s'agit ni plus ni moins que de terroristes mercenaires de l'OTAN qui ont saccagé la Libye en bonne intelligence avec les forces de l'OTAN dirigées par les États-Unis d'Obama, la France de Sarkozy, la Grande-Bretagne de David Cameron. Ces terroristes mercenaires d'Al-Qaïda et de l'État islamique ont été armés au Moyen-Orient, armés en Libye, et ont été chargés d'envahir toute la bande sahélienne. On ne peut pas les appeler djihadistes. On doit les appeler terro-impérialistes, au minimum terroristes. Deuxième élément important de l'intervention que vous avez écouté, que je vais vous faire réécouter. Faure Gnassingbé dit que le partenariat entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, dans le cadre de l'AES, est ce grâce à quoi l'Afrique de l'Ouest a été protégée. Sans l'alliance des États du Sahel, l'Afrique de l'Ouest toute entière serait envahie par les organisations terroristes. Il utilise une expression géostratégique et géotactique particulière pour désigner l'AES. Il dit que l'AES est la digue de l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que c'est qu'une digue? Une digue est une tranchée qui est constituée pour empêcher des flots d'un cours d'eau indésirable de déborder et d'envahir une région à protéger. Une digue, c'est une forteresse construite pour empêcher des forces d'invasion, des forces de destruction, eh bien, de prendre le poids, le pas. L'AES, nous dit en quelque sorte Faure Gnassingbé, est le bouclier de l'Afrique de l'Ouest. Je vous rappelle qu'à aucun moment, il ne cite le nom d'une organisation moribonde, lâche, néocolonisée, criminelle, indigne, abjecte, une organisation vomissure qui s'appelle la CEDEAO. Le mot CEDEAO ne sort pas une seule fois de la bouche de Faure Gnassingbé, alors que celui-ci et son pays, le Togo, sont membres de la CEDEAO. Faure Gnassingbé se comporte littéralement à Moscou devant Poutine comme s'il était un État membre de l'AES. Car sur le plan de la terminologie, il aligne tous ces termes sur ceux d'Assimi Goïta, de Ibrahim Traoré et d'Abdourahmane Tchani. Et il va plus loin. Maintenant, il remercie la Fédération de Russie pour l'aide qui a été apportée à la digue, c'est-à-dire au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Il dit pour l'aide qui est apportée au Sahel, tout le Sahel. Et là, c'est un désaveu direct qui est affirmé contre les néocolonialistes français et leurs forces Barkhane. C'est un désaveu direct contre la force européenne, Eurocap, ECAP Sahel, etc. C'est un désaveu direct contre toutes les forces de l'ONU, telles la MINUSMA qui ont perdu plus de 10 années au Mali. C'est un désaveu direct de l'OTAN que
que de féliciter la puissance qui est considérée par les néocolonialistes français comme leur ennemi, qui est considérée par l'OTAN comme son ennemi, et contre laquelle l'OTAN se bat à travers son proxy l'Ukraine, c'est un désaveu total de l'alliance militaro-politique occidentale que les propos du président Faure Gnassingbé constituent. Donc maintenant, réécoutez à nouveau, parce que c'est toujours bien d'écouter au moins 3 fois. Le rappel sauve l'âme. Réécoutez à nouveau ce qu'il a dit. Les propos qu'il a tenus sont d'une gravité extrême. Gravité extrême. Venant d'une région, c'est le président, comme vous savez, qui est en proie au terrorisme. Et donc la sécurité est importante pour nous. Et je voudrais vous remercier d'avance de tout ce que vous faites pour nos frères de Mali, du Niger, du Burkina Faso, qui sont en première ligne dans cette lutte. Mais cette lutte aussi vous concerne. Parce que si la digue de ces 3 pays cède, c'est vous même qui seront affectés. Ce que vous faites pour ces 3 pays, vous le faites également toute la région du Sahel et également pour la CEDEAO. Et je voudrais, au nom de ma région, de la région de l'Afrique de l'Ouest, vous dire un sincère merci de vous témoigner votre gratitude. On dit que l'État c'est nous. Donc, en l'écoutant bien, j'entends à la dernière phrase également pour la CEDEAO. C'est-à-dire que Faure Gnassingbé dit que Vladimir Poutine protège la CEDEAO. Que si la CEDEAO est encore vivante, si les pays de la CEDEAO ne sont pas envahis par les terroristes, c'est grâce à Poutine. C'est un désaveu complet de la doctrine classique de la CEDEAO, selon laquelle c'est l'OTAN, c'est l'Union européenne, c'est la France, ce sont les États-Unis, etc., qui garantissent la lutte antiterroriste sur le continent. Donc, vous avez bien écouté. Maintenant, on va analyser sur un autre plan les propos du président togolais. La première question que nous devons nous poser est la suivante. Pourquoi Faure Gnassingbé, qui est héritier d'un régime issu du colonialisme et du néocolonialisme français, pourquoi Faure Gnassingbé fait-il ce pas vers Moscou? Ça, c'est la première question à laquelle il faut répondre. Parce que si on ne sait pas pourquoi il fait ça, on ne peut pas comprendre le risque qu'il prend. La deuxième question à laquelle nous répondrons maintenant, c'est maintenant qu'il a fait ça, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se profile à l'horizon? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, sans plus tarder, répondons à la première question. Pourquoi Faure Gnassingbé fait-il ce pas décisif vers la Russie? Il y a plusieurs raisons. Je commence par les raisons internes. Il fait ce pas décisif vers la Russie parce qu'il a observé que les opinions populaires africaines, y compris l'opinion populaire togolaise, sont remontées contre le néocolonialisme français, contre le colonialisme français et contre tout le système mafieux de la France-Afrique. L'opinion est favorable aux alliances géopolitiques et géostratégiques avec la Russie. Ça, c'est un phénomène de l'opinion africaine en général. C'est la première raison. Il le fait pour se rapprocher d'une des lames profondes de l'opinion africaine et de l'opinion togolaise elle-même. Ça, c'est la première raison. Notez bien les raisons. Il fait cela pour s'aligner sur l'opinion. Parce qu'il est au courant que le peuple togolais se sent proche du peuple malien, du peuple burkinabé, du peuple nigérien, en raison de la lutte anticolonialiste que ces peuples, unis à leurs armées et à leurs dirigeants, sont en train de mener. Donc, c'est qu'à partir d'une analyse de l'opinion que Faure Gnassingbé s'est rendu compte qu'il y a une piste là pour se rapprocher de son propre peuple. Bon. Deuxième raison, pourquoi est-ce qu'il fait cela? Il le fait parce que l'armée togolaise a été sévèrement attaquée plusieurs fois ces dernières années par ces terroristes dont Faure Gnassingbé sait, grâce à son renseignement, et il sait, grâce à son expérience, que ces terroristes sont des mercenaires de l'OTAN et du néocolonialisme français. L'armée togolaise a été sévèrement saignée par ces terroristes plusieurs fois. Et donc Faure Gnassingbé le fait parce qu'il ne veut pas que l'armée togolaise se retourne contre lui. Puisque cette armée pourrait l'accuser
de non-assistance à armées en danger, en continuant à coopérer étroitement avec des puissances qui sont derrière les terroristes, il se mettrait à dos son armée, exactement comme l'a fait Mohamed Bazoum, qui n'a pas voulu écouter l'armée nigérienne. Quand l'armée nigérienne lui disait « Ne faisons pas ami-ami avec les terroristes, ne caressons pas les terroristes, c'est le néocolonialisme français qui est derrière, c'est l'impérialisme occidental qui est derrière, président Bazoum, vous le savez. Si nous continuons à caresser les terroristes, ils vont massacrer toute notre armée, toute notre nation, et nous allons être perdants. » Bazoum n'a pas écouté, son armée l'a déposé. Donc le président Faure Gnassingbé sait très bien qu'il ne peut pas laisser les militaires togolais continuer à essuyer des tragédies sans qu'à un moment donné, ces militaires ne soient tentés de se retourner contre lui. Donc le pas vers la Russie est une manière aussi de souder sa relation à son armée et de leur dire « Je suis solidaire de mes soldats qui ont été tués par les terroristes et je ne vais pas continuer à faire preuve de négligence et de laxisme envers les puissances qui financent, qui arment, qui renseignent les terroristes qui ont tué mes soldats. » Est-ce que vous notez les raisons? Nous sommes en analyse géopolitique. Pourquoi Faure Gnassingbé fait-il cela? Deuxième raison, pour ne pas retourner son armée contre lui. Parce que si les terroristes continuent les massacres de militaires togolais qu'ils ont commencé, l'armée togolaise va demander des comptes à son propre chef en disant c'est la politique antiterroriste que nous menons qui expose nos troupes. Donc, si vous ne prenez pas des mesures fortes, ça veut dire que vous êtes contre nous. Mais il y a une troisième raison pour laquelle il le fait. La troisième raison pour laquelle il le fait, c'est qu'il a observé à travers le continent le salaire qui a été versé à tous les dirigeants africains qui ont servi aveuglément le néocolonialisme français. Il a bien vu comment on a traité Kadhafi. Il a bien vu l'impuissance du néocolonialisme français à sauver Bazoum. Il a bien vu comment on a traité Alpha Condé. Il se souvient de comment on a traité Mobutu. Et donc il sait que le partenaire sécuritaire français n'est pas fiable. Il a vu comment on a traité Blaise Compaoré. Il sait que le partenaire sécuritaire français n'est pas fiable. Et qu'à tout moment, celui-ci peut te faire faux bond. Donc la troisième raison, c'est qu'il en a eu sa claque du partenariat étroit avec la France. Troisième raison, Faure Gnassingbé en a eu sa claque du partenariat étroit avec la France. Il a perdu toute confiance en ce partenariat, notamment aussi parce qu'on s'est mis à utiliser les affaires de biens mal acquis pour le harceler, comme on le fait pour tous les autres héritiers de la France-Afrique, dans le but de les dépouiller des biens qu'ils possèdent ici et qui ont été obtenus grâce justement au fond de leurs États respectifs. Souvenez-vous de l'affaire Bongo, des biens des Bongo, les biens de Félix Houphouët-Boigny, les biens de Mobutu, les biens de Bokassa, eh bien, tous les chefs d'État issus du processus colonial, néocolonialiste français, et qui ont accumulé des biens ici, en France, sont en train d'être dépouillés. On a même dépouillé les Équato-Guinéens. Je dis bien dépouillés. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont acheté et qu'ils ont placé ici, tous les comptes bancaires juteux qu'ils ont pu ouvrir et qu'ils ont placés ici, les gens leur ont mis la main dessus. Et au lieu de rendre cet argent, et c'est la situation même des biens du Tchad, des dirigeants tchadiens, au lieu de rendre cet argent au pays en question, mais le trésor français verse ça tranquillement dans ses caisses. Par les temps qui courent à Paris, c'est la dèche. Ils sont en train de racler les biens des dirigeants africains qui ont commis l'imprudence de miser, de garder des billes chez eux. Donc, la relation de confiance qui était le nœud de la France-Afrique, de la génération du président Eyadema, de Mobutu, de Houphouët-Boigny, d'Amadou Ahidjo, toute cette génération-là qui fermait les yeux sur ce que la France pouvait faire dans le continent, cette génération a disparu. Désormais, tous les dirigeants africains
y compris donc surtout ceux qui sont encore au pouvoir, se méfient. Ils se méfient, comme de l'huile sur le feu, du néocolonialisme français. En raison de l'ingratitude des dirigeants de la Ve République, qui ont été d'un tel cynisme envers leurs meilleurs serviteurs sur le continent africain que plus personne n'a confiance en eux. Donc, rupture de confiance, rupture profonde de confiance avec la France. Ça, c'est la troisième raison. C'est pour cela que Faure Gnassingbé le fait. Il y a une quatrième raison. La quatrième raison, c'est la forte fraternité. Et vous devez constater que c'est cela. La forte fraternité qui lie le président togolais au chef d'État de l'AES. Cette fraternité est née du fait que, lorsque la CEDEAO voulait couper la tête au Mali, couper la tête au Burkina, couper la tête au Niger, à l'intérieur de la CEDEAO, le dirigeant qui s'est tenu debout et qui a dit non, le dirigeant qui a refusé que le Mali, le Burkina Faso et le Niger, la Guinée l'a également fait, jusqu'à un certain point. La Guinée de Mamadi Doumbouya, soyons honnêtes, a aussi refusé de participer à l'embargo contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Mais à l'intérieur de la CEDEAO, le dirigeant qui a été l'obstacle majeur pour que la CEDEAO écrase l'AES en rond, qu'elle écrase le Mali, le Burkina Faso, et c'est Faure Gnassingbé. Donc, sur le plan de la vision géopolitique et géostratégique, ces positions sont pratiquement à 80% concernant la situation du sous-continent ouest-africain, les mêmes que les positions du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Lomé est devenu un port stratégique pour le Niger, pour le Burkina Faso et pour le Mali. Pour compenser la fermeture de la frontière bénino-nigérienne, c'est le Togo, c'est le port de Lomé qui a récupéré le jackpot. Et une partie même du fret qui peut remonter maintenant vers le Mali passe aussi prioritairement par le port de Lomé. Donc, il y a des intérêts géostratégiques, géotactiques, géoéconomiques extrêmement puissants entre les trois gouvernements. Voilà les raisons qui poussent en réalité Faure Gnassingbé à se rapprocher de cette façon de Poutine. Mais il faut regarder du côté de Poutine. Pourquoi Poutine fait-il cela? Pourquoi Poutine fait-il cela? J'ai donné 4 raisons du côté de Faure Gnassingbé et je vais donner 4 raisons du côté de Poutine et de la Fédération de Russie. Parce qu'il faut que vous sachiez quelles sont les intentions des Russes en Afrique. Pourquoi les Russes sont-ils si engagés en Afrique? La raison est très claire. La Russie est très engagée en Afrique parce qu'elle a conscience que l'Afrique est le continent pivot de l'équilibre géopolitique et géostratégique de la planète en raison de son abondance de richesses en matières premières stratégiques et en terres rares. Je recommence. La Russie a procédé à une analyse scientifique de la situation géopolitique et géoéconomique mondiale. L'Afrique est, volontairement ou pas, elle est de facto, en raison de son immense richesse minière, naturelle, de son potentiel économique énorme, l'Afrique est le point de bascule de l'équilibre du rapport de force eurasiatique. Et cela ne date pas du XXIe siècle. C'était déjà le cas à partir au moins du XIXe siècle. Le partage colonial de l'Afrique a déterminé le rapport de force entre les puissances eurasiatiques. Vous savez très bien que ce sont les troupes coloniales africaines mobilisées par la France qui lui ont permis de se libérer dans le conflit eurasiatique. Vous savez très bien que au XXe siècle, et Dr Susan Williams a écrit un magnifique livre là-dessus, sur la naissance de la bombe atomique américaine. Vous savez que la bombe atomique américaine est originaire du sous-sol congolais. Tout au long du XXe siècle, les services secrets américains et soviétiques se sont affrontés en Afrique. Et ils continuent à s'affronter pour le contrôle des matières premières stratégiques qui leur permettent de fabriquer des armes stratégiques lourdes. Il y a toute une littérature à lire sur la bataille de l'uranium. Et je vous rappelle souvent une lettre écrite
par Albert Einstein. Elle a été écrite au mois d'août 1939. Août 1939, c'est une lettre écrite par Albert Einstein au président américain d'alors, qui s'appelle Franklin Delano Roosevelt. Einstein, physicien, juif allemand, émigré aux États-Unis et travaillant sur le programme de l'arme nucléaire, comme application d'ailleurs de ses recherches en physique quantique et dans la théorie de la relativité, Einstein dit ceci à Roosevelt, je résume, « Nous devons tout faire pour contrôler la République démocratique du Congo parce qu'elle a un réservoir minier d'une telle importance. Elle possède des réserves en uranium qui sont d'une telle importance qu'il ne faut pas que ces réserves se retrouvent entre les mains des ennemis des États-Unis. Nous devons donc veiller à avoir un contrôle sur la République démocratique du Congo afin de nous assurer de l'uranium congolais et de ces autres matières stratégiques qui sont utiles à notre industrie militaire. » Et Einstein d'ajouter, nous avons découvert une manière d'utiliser l'uranium pour être capable de produire des masses d'énergie considérables qui peuvent autant servir pour le nucléaire civil que pour le nucléaire militaire. Einstein, Szilard, Fermi, des physiciens au service des États-Unis, souvent d'origine allemande, polonaise, etc., sont les artisans de la première bombe atomique. Et ce sont eux qui ont trouvé la formule qui a permis de bâtir les bombes lancées sur Hiroshima et Nagasaki avec l'uranium qui avait été récupéré dans le sous-sol congolais. Pourquoi je vous fais cette longue digression? Pour vous expliquer que Vladimir Poutine et les dirigeants de la Fédération de Russie savent que l'Afrique est immensément riche. Ils ont donc pris le choix suivant. Collaborer, coopérer le plus étroitement avec le plus grand nombre de pays africains pour que les richesses immenses de l'Afrique ne profitent pas à l'Occident qui veut écraser la Russie. Seulement, dans cet objectif, Poutine et ses camarades ont compris qu'il faut faire différemment des néocolonialistes français et des impérialistes occidentaux. Au lieu de vouloir imposer aux Africains leur style de gouvernement, au lieu de vouloir imposer aux Africains une monnaie coloniale, au lieu de vouloir imposer aux Africains une langue coloniale, au lieu de vouloir imposer aux Africains des valeurs sociétales qu'ils ont récusées, la Fédération de Russie a choisi de s'appuyer sur la camaraderie de lutte anticolonialiste, anti-impérialiste entre les soviétiques et les mouvements de libération africains tout au long du XXe siècle. Ils ont choisi de s'appuyer sur ce que j'appelle l'histoire sainte des relations russo-africaines. C'est sur là qu'ils s'appuient pour dire aux Africains, nous ne ferons pas à l'Afrique ce que la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, le Portugal, l'Italie, l'Espagne, les États-Unis, les puissances négrières du Moyen-Orient lui ont fait. Nous nous présentons comme des partenaires qui sont prêts à vous apporter ce dont vous avez besoin, à condition que vous nous donniez aussi ce dont nous avons besoin. Ce qui s'appelle le partenariat gagnant-gagnant. Donc il faut qu'il soit clair pour tout le monde que la Russie n'est pas en coopération étroite avec l'Afrique pour les beaux yeux des Africains. Elle est en coopération étroite avec l'Afrique parce que cela lui permet d'empêcher ses ennemis d'accumuler une puissance supérieure à elle dans le grand bloc continental eurasiatique. L'Afrique est renforcée dans son effort de souveraineté par la Russie parce que la Russie ne veut pas que l'Occident continue de spolier l'Afrique. Elle veut pouvoir avoir un allié de plus. La Russie veut faire de l'Afrique un allié fort dans le nouveau monde multipolaire qui est en construction avec la Chine, avec l'Iran, avec l'Afrique du Sud, avec le Venezuela, avec le Brésil, bref, l'ensemble des puissances qui refusent de se soumettre à la continuation de l'hégémonisme occidental. Donc, Vladimir Poutine, de ce point de vue, pratique une politique très réaliste sur le continent africain. Tout gouvernement africain qui veut coopérer avec la Russie coopère avec lui. C'est ce que j'ai observé. Poutine ne regarde pas, lui et ses compagnons ne regardent pas des histoires
liées à la politique interne du pays. Que le pays soit une démocratie ou qu'il soit une autocratie, dès lors qu'il s'entend avec la Russie pour coopérer dans un domaine particulier, la Russie comme la Chine coopèrent. Et cela doit débarrasser les opposants aux régimes autocratiques africains, que beaucoup d'entre nous sommes. Cela doit nous débarrasser d'une naïveté, d'une illusion. Certains qui ne comprennent pas le jeu des relations internationales, certains qui ne comprennent pas le jujutsu politique internationale, auraient souhaité que la Russie s'alignât sur toutes les revendications des mouvements d'opposition aux régimes autocratiques issus du néocolonialisme français.